samedi soir, Kinshasa ploie sous un poids invisible qui érode les certitudes une à une. Au Palais de la Nation, le Conseil des ministres d'hier a posé sur la table $1 milliard pour INGA 3 et un délai de 10 jours pour adopter une loi qui n'existe pas encore. Bonsoir et bienvenue sur Inside News RDC. De Lisbonne à Berne, de Hambourg à chaque coin de notre nation, nous sommes ensemble ce soir. Un salut particulier à notre compatriote Joseph Kwete, qui nous suit fidèlement. Ce soir, la souveraineté congolaise est interrogée sur tous les fronts. Notre armée signe des protocoles à Bruxelles pendant que nos soldats meurent dans les forêts de l'Ituri sans doctrine de combat adaptée à leur terrain. Le détroit d'Ormuz est verrouillé par une guerre que nous n'avons pas choisie. Et le Brent dépasse les $112, ce qui signifie une facture d'importation plus lourde pour chaque foyer congolais. La Banque centrale ouvre ses portes aux élèves une journée par an, pendant que notre système scolaire n'enseigne toujours pas à nos enfants comment gérer un budget. 4 dossiers ce soir, parce que l'information n'attend pas. Et en fin d'édition, de l'Ituri au Haut-Katanga, les signaux du terrain que personne ne doit ignorer. Commençons par Bruxelles. Cette semaine, exactement du 18 au 19 mars 2026, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Dikabombo Mwadiamvita, s'est rendu à Bruxelles pour renforcer la coopération militaire avec la Belgique. Il y a rencontré son homologue belge, Theo Franken. Les deux parties ont abordé la tenue prochaine de la commission militaire mixte, la COMIX 2026, prévue à Kinshasa du 23 au 26 mars, ainsi que l'appui de l'École royale militaire de Belgique à l'Académie militaire de Kananga dans le domaine de la médecine militaire. Sur la scène internationale, cette visite s'inscrit dans une accumulation de partenariats militaires sans précédent. En 24 mois, la RDC a signé des accords ou renforcé des coopérations avec la Chine, qui a envoyé des instructeurs au centre de Kamina. L'Égypte, la Turquie qui envisage d'admettre des étudiants congolais dans ses académies de guerre. Le Brésil après un mémorandum d'entente militaire en août 2025. Les États-Unis qui évoquent l'implantation d'une dizaine de bases d'instruction sur notre sol. Sans compter le recours à des sociétés de sécurité privées européennes composées principalement d'anciens militaires roumains. Le ministre Kabombo et son homologue belge, selon le communiqué officiel, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coopération pragmatique, équilibrée et orientée vers des résultats concrets. L'arithmétique est sans concession. 6 partenaires doctrinaux différents signifient 6 visions stratégiques incompatibles. Une doctrine égyptienne est pensée pour le Sinaï. Une doctrine belge est conçue pour l'OTAN. Aucune n'a été élaborée pour les forêts équatoriales du Kivu, les hauts plateaux du Fizi ou les réalités intercommunautaires du Nord Kivu. Les FARDC, classés 8e puissance militaire en Afrique selon le Global Firepower Index, disposent de l'Académie militaire de Kananga, d'officiers généraux formés depuis des décennies et d'une expérience de combat forgée dans les conflits les plus intenses du continent. La RDC n'a pas un déficit de soldats, elle a un déficit de pensée stratégique nationale. Diversifier ses partenaires, nous dit-on, c'est préserver notre liberté de manœuvre. Mais diversifier la dépendance, ce n'est pas conquérir l'indépendance. C'est répartir notre vassalité entre 10 tuteurs, dont chacun vient avec ses propres intérêts. La Chine sécurise ses investissements miniers. La Turquie cherche des débouchés pour son industrie de défense. Les États-Unis veillent sur l'accès aux minerais stratégiques dans leur rivalité avec Pékin. La Belgique maintient une influence dans son ancienne colonie. Et pendant ce temps, nos officiers supérieurs font le tour du monde en délégation, signent des mémorandums et participent à des salons de l'armement, pendant que nos soldats tombent à l'Est dans un chaos doctrinal que personne à Kinshasa ne semble vouloir nommer. La souveraineté militaire n'est pas un luxe pour les grandes puissances. C'est une condition de survie pour un État assailli. Quand un État ne pense pas lui-même sa propre défense, est-ce encore un État souverain ou un protectorat qui s'ignore? La réponse concerne autant le trader de la Gombe que le commerçant de Butembo qui attend de pouvoir circuler en sécurité
sur la route nationale 4. Mettons le cap sur le Moyen-Orient maintenant, parce que ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz ce soir a un prix, et ce prix se tait en francs congolais. Le 19 mars 2026, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont publié une déclaration conjointe condamnant, avec la plus grande fermeté, les récentes attaques menées par l'Iran contre des navires commerciaux non armés dans le Golfe, et exigent de Téhéran la cessation immédiate de ses opérations de minage, de ses attaques de drones et de missiles, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz. Le Brent, référence internationale du pétrole, atteignait $112 le baril ce vendredi 21 mars, soit une hausse de près de 48% en un mois. 20 millions de barils transitent normalement chaque jour par ce détroit. Depuis le blocage, près de 200 millions de barils ont été retirés du marché mondial, selon Bank of America. L'Agence internationale de l'énergie a dû libérer 400 millions de barils de réserve d'urgence. Les 6 signataires invoquent la liberté de navigation et la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les données compilées depuis le 28 février racontent une histoire différente. Ce jour-là, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires sur l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué dès le premier jour des bombardements. Washington a depuis frappé plus de 7000 cibles à travers le territoire iranien. Des missiles sont tombés le 18 mars sur les gisements gaziers de Ras Laffan au Qatar et de South Pars en Iran. La fermeture du détroit n'est pas l'acte d'un agresseur sorti de nulle part. C'est l'arme de la dernière chance d'un pays dont le chef d'État a été assassiné et dont le territoire est bombardé depuis 3 semaines. Aucun des 6 signataires n'a mentionné ce fait dans son communiqué. Selon l'ONU, entre 15 et 20 millions de tonnes de céréales transitent chaque année par ce détroit. Un tiers du transport maritime mondial d'engrais, soit 16 millions de tonnes, dont 67% d'urée, passe par Ormuz, selon la CNUSED. Les prix de l'urée en Afrique du Nord ont bondi de 20%, et le gaz naturel en Europe a grimpé de 45% en 48 heures, selon Rabobank. À Kinshasa, le gouvernement congolais rassure que les stocks de produits pétroliers couvrent les besoins jusqu'en juin et que plusieurs cargaisons sont attendues. Sur le papier, 3 mois de couverture. Dans les comptes, le coût d'importation de chaque tonne de marchandises en provenance de Dubaï, premier partenaire logistique de la RDC, a déjà augmenté. Si les perturbations en mer Rouge s'ajoutent à celles d'Ormuz sous la pression des Houthis, alliés de l'Iran, les délais de transit pourraient s'allonger de 15 à 20 jours avec des surcoûts de plusieurs centaines de milliers de dollars par voyage. Condamner l'Iran sans condamner ceux qui ont déclenché cette guerre, ce n'est pas de la diplomatie. C'est un choix politique que 6 capitales assument en silence. Et la facture de ce silence, ce sont les peuples du Sud global qui la paient, nous compris. Que nous soyons investisseurs, commerçants du grand marché ou conducteurs de taxi-moto, le baril à $112 ce soir finira dans notre portefeuille demain matin. De la géopolitique du pétrole à la politique de nos salles de classe, le lien est plus direct qu'on ne le pense. Un peuple qui ne comprend pas l'argent est un peuple plus facile à appauvrir. Le 19 mars 2026, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a ouvert les portes de l'institution à des élèves de plusieurs établissements de Kinshasa dans le cadre de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'argent, sous le thème « Parlons argent intelligemment ». Visite guidée de la direction de la trésorerie, découverte de l'hôtel des monnaies, échange pédagogique sur l'épargne et la monnaie nationale. L'initiative s'inscrit dans un mouvement mondial. Au Japon, l'éducation à la gestion de l'argent est introduite dès l'école primaire. En Finlande, elle fait partie des cours de mathématiques et de sciences sociales dès les premières années. Au Canada, au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, la culture financière est intégrée dans les programmes nationaux, toutes filières confondues. Le gouverneur Ouamesso a déclaré qu'une meilleure compréhension des mécanismes financiers contribue à responsabiliser les citoyens dès le plus jeune âge et à renforcer la confiance dans la monnaie nationale.
Ce que les archives confirment nuance profondément ce tableau. Le système scolaire congolais forme chaque année des centaines de milliers d'élèves répartis entre les sections scientifiques, littéraires, commerciales, pédagogiques et techniques. Aucune de ces filières n'intègre de manière systématique l'éducation à la gestion financière personnelle. Un élève en section scientifique apprendra les lois de la thermodynamique. Aucun n'apprendra à établir un budget, à distinguer un actif d'un passif, à comprendre ce qu'est un taux d'intérêt ou à éviter le piège de l'endettement informel. Cette lacune produit, génération après génération, des citoyens économiquement désarmés. Un médecin qui ignore comment gérer ses revenus finira ruiné malgré un salaire correct. Un enseignant qui ne comprend pas le mécanisme des emprunts tombera dans le piège des usuriers de quartier et pourquoi pas des banques. L'éducation financière n'est pas une discipline de spécialité. C'est une compétence de survie. La BCC ne fait pas le travail du ministère de l'Enseignement. Elle le signale. C'est au gouvernement de décider que la culture financière soit une compétence nationale stratégique, au même titre que la lecture, l'écriture et le calcul. C'est au Parlement de légiférer sur son intégration obligatoire. C'est à l'État de former les enseignants et de produire les manuels. Une banque centrale ouvre ses portes une fois par an. Elle ne remplace pas 12 années d'enseignement structuré. Une nation dont les citoyens comprennent l'argent est une nation plus difficile à manipuler, plus difficile à maintenir sous dépendance. Et cela concerne aussi bien le banquier de la Gombe que la maman du marché, Laurent Désiré Kabila. Restons dans la logique des grands chiffres. 1 milliard de dollars est sur la table pour Inga 3. La question est simple. Sommes-nous prêts à le saisir? Lors du Conseil des ministres du vendredi 20 mars 2026, le président de la République est revenu sur la mise en œuvre du programme de développement d'Inga 3. La Banque mondiale a approuvé le 3 juin 2025 un crédit d'1 milliard de dollars américains, dont 250 millions sont déjà disponibles. Des accords de financement sont entrés en vigueur le 2 février 2026. La mission stratégique est confiée à l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, placé sous l'autorité directe du chef de l'État. Le site d'Inga représente 42 000 MW de potentiel hydroélectrique, le plus grand au monde. Si ne serait-ce qu'une fraction de ce potentiel était exploitée, la RDC pourrait alimenter en électricité une partie du continent africain. Aujourd'hui, des millions de nos concitoyens vivent sans accès au courant. Le chef de l'État a instruit ses ministres de conclure sous 60 jours les protocoles emploi et travail, de les signer sous la supervision de la Première ministre et de transmettre les documents aux bailleurs au plus tard le 3 avril 2026. Le projet de loi Inga doit être adopté en Conseil des ministres le 27 mars prochain et transmis au Parlement avant le 31 mars. L'écart entre l'annonce et le bilan est chiffré. 1 milliard de dollars conditionnés à des textes législatifs qui n'existent pas encore. 10 jours séparent le Conseil des ministres du 27 mars de l'échéance parlementaire du 31 mars. Le passage d'un projet de loi du gouvernement au Parlement en 4 jours constitue un exploit rarement documenté dans l'histoire législative congolaise. L'Assemblée nationale vient tout juste d'adopter son calendrier de session ce vendredi, avec 10 matières non législatives, 23 initiatives parlementaires en cours et 26 arriérés législatifs. Un texte de cette envergure devra se frayer un chemin dans un agenda déjà saturé. Ce que personne ne dit, c'est ce qui arrive si le 31 mars passe sans que le texte soit déposé. 1 milliard de dollars n'attend pas indéfiniment. La Banque mondiale a un calendrier, des conditionnalités, des indicateurs de performance. Si le cadre de gouvernance ne met pas en place dans les délais fixés, les décaissements prévus, au-delà des 250 millions initiaux, seront suspendus. Ce n'est pas une hypothèse. C'est le fonctionnement standard des crédits conditionnels de la Banque mondiale. Notons la date du 31 mars 2026. Si ce jour-là, le projet de loi Inga est devant le Parlement, nous le saluerons. S'il n'y est pas, nous le dirons aussi. Car entre le potentiel de 42 000 MW dormant sur les rapides du fleuve Congo et la réalité d'un foyer congolais
plongé dans le noir ce soir. Il y a un écart que ni le traiteur de Wall Street, ni la vendeuse de Massina ne peuvent accepter plus longtemps. De l'énergie qui manque à la sécurité qui fait défaut sur nos eaux. Le fil conducteur est le même. Des institutions qui peinent à protéger nos compatriotes. Le député national Fontaine Mangwala, élu de la Tshopo, a déposé ce vendredi 20 mars une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. L'objet, la recrudescence des naufrages sur les voies fluviales du pays. L'élu rappelle les tragédies du 10 et 11 septembre 2025. Près de 200 morts dans le territoire de Lokolena lorsqu'une baleinière transportant 500 passagers a pris feu. Et 86 morts la veille sur la rivière Maringa. Il interroge le ministre sur les causes, les mécanismes de contrôle, les statistiques officielles des victimes et l'écart entre les manifestes des commissariats fluviaux et la réalité des embarcations en surcharge. Pourquoi nos lacs et notre fleuve continuent-ils d'être des cimetières pour nos compatriotes, alors que des commissariats fluviaux existent précisément pour l'empêcher? La réponse de Jean-Pierre Bemba est attendue par la représentation nationale et par les millions de Congolais pour qui le fleuve reste le seul moyen de transport. Sur le plan des finances, la RDC a exécuté 20 mesures sur 23 de son plan d'action avec le groupe d'action financière, soit un taux d'avancement de près de 90%, selon le ministère des Finances. La réunion stratégique du jeudi 19 mars, présidée par le ministre Doudou Fwamba, en présence du ministre d'État à la Justice, Guillaume Mdefa, de la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, et du gouverneur de la BCC, André Wamezo, a permis d'évaluer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le gouvernement anticipe 2 échéances majeures. L'adhésion au groupe EGMO en juin 2026 pour l'échange de renseignements financiers et l'intégration à l'ESA-AMLG pour la coopération régionale. La sortie de la liste grise est un objectif stratégique au croisement de la restauration de notre crédibilité financière internationale et de l'amélioration du climat des affaires, a déclaré le ministre Fwamba. 3 mesures sur 23 restent en suspens. Pour les investisseurs, la sortie de la liste grise signifierait une réduction des coûts de conformité. Pour le citoyen, elle signifie un système financier mieux surveillé, à condition que les réformes survivent au calendrier politique. Le pétrole n'est pas le seul enjeu mondial qui nous concerne ce soir. La Russie exploite des failles maritimes en Afrique et la crise des engrais menace nos récoltes. Le Robert Lansing Institute documente dans une étude publiée le 18 mars l'ampleur d'un mécanisme structuré par lequel la Russie exploite les registres maritimes africains pour maintenir sa flotte pétrolière dite fantôme malgré les sanctions occidentales. Plus de la moitié des cas documentés de fausses immatriculations en mer sont liés à des juridictions du continent. 83 navires ont revendiqué une immatriculation aux Comores et le tonnage du registre maritime camerounais a bondi de 126% en un an. Le Togo est identifié comme plateforme de redistribution de carburant à bas coût en Afrique de l'Ouest. En quoi cela nous concerne-t-il directement? Ces pratiques affaiblissent la crédibilité des registres maritimes africains dans leur ensemble, compliquent les mécanismes de sanctions que la RDC soutient au sein des instances internationales et alimentent un marché parallèle du pétrole qui fausse la concurrence régionale. Notre souveraineté maritime, déjà fragile, ne gagne rien à ce que le continent soit perçu comme un espace de complaisance. La crise d'Ormuz dépasse le pétrole. Selon la CNUSED, un tiers du transport maritime mondial d'engrais passe par ce détroit. 16 millions de tonnes, dont 67% d'urée. Le groupe bancaire Rabobank indique que les prix de l'urée en Afrique du Nord ont bondi de 20%, et ceux du gaz naturel en Europe de 45%, dans les 48 heures suivant les premières FAP sur l'Iran. Le gaz représente plus de 50% du coût de production des engrais azotés. 5 nations africaines figurent dans le top 10 des pays les plus dépendants du Golfe Persique pour leurs engrais. Le Soudan à 54%, la Tanzanie à 31%, la Somalie à 30%, le Kenya à 26%
et le Mozambique à 22%. L'ONU estime que près de 50% de la population mondiale dépend de produits agricoles impliquant des engrais de base. Pour la RDC, dont l'agriculture souffre déjà de rendements parmi les plus bas du continent, toute hausse supplémentaire du prix des intrants agricoles apportés pèsera directement sur notre indépendance alimentaire et sur le prix du sac de maïs au marché. À présent, voici une vue d'ensemble de l'actualité nationale. Les informations remontent de tout le territoire. Aucun élément secondaire. Chacun reflète l'état réel de la nation ce soir. À Mandassa, en Ituri, la terreur ADF ne faiblit pas. Le colonel Patrick Bangamose, commandant de la 31e brigade des FARDC, a salué la résistance des habitants de Baden-Bouaïdo, restés malgré l'attaque du village Mouchacha le 11 mars. Nous sommes prêts à verser notre sang pour ce pays, a-t-il déclaré. Mais le commissaire supérieur principal, Jean-Baptiste Matadi Mouyapandi, administrateur policier du territoire, lance un appel pathétique aux humanitaires. Les populations déplacées ont tout perdu. Habits, biens, abris. L'ONG COSAE alerte sur un crime écologique en cours. Les ADF occupent la réserve de faune à Okapi, patrimoine mondial, menaçant d'extinction cette espèce unique au monde. Dieudonné Lossa, coordonnateur national, appelle l'UNESCO à faire pression pour leur retrait. Et 14 taximens partis de Butembo vers Baye avec leurs clients sont portés disparus depuis le 16 mars après une attaque ADF sur l'axe Apodon-Nambassa. Leurs motos ont été incendiées. Le Euretak de Butembo demande l'intervention des autorités militaires. Dans le Haut-Katanga, la situation au village Konga, territoire de Mitwaba, est sous contrôle des FARDC après une tentative d'attaque par des éléments Maï-Maï du mouvement Debout Katanga. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, a confirmé que les assaillants ont été repoussés et a qualifié ce mouvement d'insurrectionnel, relevant des similitudes avec les groupes armés qui avaient récemment attaqué le parc national de Lupemba. Des renforts FARDC sont arrivés ce samedi. Au Sankuru, la CENI a suspendu le processus d'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, faute de financement. La liste définitive est prévue le 23 mars, mais sans moyens financiers, le scrutin, qui devrait intervenir dans les 15 jours suivants, ne pourra pas se tenir. La démocratie locale attend sa ligne budgétaire. Au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté vendredi leur calendrier de session. Parmi les dossiers majeurs, le projet de loi portant ratification de l'accord de paix RDC-Rwanda signé le 27 juin 2025 et les accords de Washington. Au Sénat, la plénière de ce samedi examine le rapport de la commission spéciale sur la pétition visant le deuxième vice-président, Modeste Bahati Lukwebo, qui a entre-temps démissionné de sa fonction. Congo Airways fait l'objet d'un rappel à l'ordre présidentiel. Le Conseil des ministres a instruit l'élaboration d'un plan de relance actualisé, après un rapport d'enquête révélant de graves dysfonctionnements administratifs, financiers et opérationnels, malgré un plan d'urgence engagé depuis 2023. L'État actionnaire est exposé à des risques juridiques et réputationnels importants. À Kinshasa, le ministre provincial des Finances Magloire Kabemba a démenti les accusations de détournement à la DGRK, précisant que le mécanisme de prélèvement de 5% sur certaines taxes autoliquidatives n'est pas encore opérationnel, le compte d'encadrement n'ayant pas été ouvert. Dans le secteur minier, le gouvernement a lancé le Country Window RDC, composante du programme PANAF Géo+, soutenu par l'Union européenne, pour moderniser la gestion des données géoscientifiques du sous-sol congolais. Le ministre des Mines, Louis Watum Gabamba, a signé les termes de référence avec la délégation européenne. Parallèlement, l'autorité de régulation de l'électricité a signé un protocole de 5 ans avec l'École nationale d'administration pour certifier ses agents en gestion de projet. Enfin, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a plaidé lors du Forum Média 2016 RDC pour une diversification économique au-delà du secteur extractif, appelant à développer l'agro-industrie et la transformation locale du cobalt, du bois et d'autres ressources. À Matadi,
la BCC a présenté son rôle dans l'amélioration du climat des affaires lors des journées portes ouvertes de l'ANAPI, rappelant l'importance de l'instruction numéro 15 pour la lutte contre le blanchiment. Avant de nous quitter, posons un regard d'ensemble sur cette édition. Ce soir, nous avons mis face à face la politique de défense de notre pays et l'absence d'une doctrine militaire nationale. 6 partenaires étrangers, 0 pensée stratégique congolaise, pendant que le colonel Bangamosé et ses hommes tiennent Badengaïdo à la force du courage. Nous avons exposé l'hypocrisie d'une déclaration de 6 puissances mondiales qui condamnent l'Iran sans nommer ceux qui ont lancé les premières frappes le 28 février, et le Brent à $112 qui atterrit directement dans notre facture d'importation. Nous avons rappelé qu'une journée de visite à la BCC ne remplace pas 12 ans d'éducation financière dans nos écoles, de Mbujimayi à Butembo. Et nous avons noté la date du 31 mars 2026, jour où $1 milliard pour Inga 3 attend un projet de loi que le gouvernement n'a pas encore adopté. Une dernière pensée pour ce samedi, avec cette phrase que nous entendions bien souvent et dont l'origine reste inconnue. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va. Ce soir, c'est précisément notre message. Notre armée doit savoir d'où vient sa doctrine. Notre économie doit savoir d'où vient sa vulnérabilité. Nos enfants doivent savoir d'où vient la valeur de leur monnaie. Et notre énergie doit savoir d'où viendra la lumière. Alors, pour approfondir les questions soulevées ce soir, nous vous invitons à retrouver sur la chaîne YouTube d'Inside News FDC notre dossier d'analyse « Les phares d'essai, une armée en quête de souveraineté », ainsi que la RDC, le théâtre des grands projets. 2 émissions qui éclairent directement les dossiers traités dans cette édition. Que le Seigneur veille sur chaque foyer congolais, du Katanga à l'Équateur, du Kivu au Congo central. Que notre nation trouve dans la vérité des faits la force de bâtir son avenir. C'était Ilunga pour Inside News FDC. Les faits d'abord. Toujours. Bonne continuation.